Salut Soumaya. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Alors, aujourd'hui est un grand jour pour toi. Pourquoi? C'est ton anniversaire, Banane. Ah, mon anniversaire. Ça, j'avais oublié. Mais comment tu fais pour oublier ton anniversaire? Parce que j'ai pas l'habitude de fêter mon anniversaire. Ah, tout s'explique alors. Mais par contre, on va changer tes petites habitudes, s'il te plaît. Ah, merci. C'est bien gentil, hein, Soumaya. Mais fallait pas te déranger. Qu'est-ce que c'est? C'est un pull. Un pull. Et comment tu le trouves? Un pull moche comme ça. Pardon? Pour mon anniversaire. Pardon? Mais le canard est super bien fait quand même. Super bien fait. Je trouve pas moi. Écoute, le cadeau que je viens de t'offrir est un cadeau extraordinaire. C'est le fruit de la coopération et du travail d'un nombre incalculable de gens. Mais tu te rends compte, Martial? C'est ça, le fruit et la coopération du travail d'un nombre incalculable de gens. Oui, et pour le comprendre, retournons 2 siècles en arrière et découvrons ensemble le processus de création de ton pull mis en évidence par Adam Smith. Ah, je le connais lui, c'est de lui que tu me parles. Non, ce n'est pas de Will Smith l'acteur dont je te parle, Martial, mais bien d'Adam Smith. Qui est-il? Il s'agit du père de l'économie. Il est né en 1723 en Écosse d'une famille aisée. Adam Smith étudie principalement la philosophie à l'université de Glasgow, où il finira par enseigner à son tour, puis y être nommé recteur et non pas acteur. Après un grand tour d'Europe entrepris en tant que précepteur du duc de Buccleuch, Smith se met alors à développer sa pensée économique. Considéré comme le père de l'économie, Adam Smith est admiré de tous. Cependant, on note quelques réserves concernant l'originalité de ses théories. En effet, Smith n'invente aucune théorie économique, mais reprend des théories existantes d'économistes tels François Quesnay ou encore David Hume. Le génie de Smith réside dans sa capacité à synthétiser ses idées, les approfondir et les lier en une compilation cohérente et logique tout en apportant une composante morale et humaine à sa réflexion. Pour fondeur du libéralisme classique, Adam Smith développe de nombreuses théories déjà évoquées par d'autres économistes dont il s'inspire. Quel est le lien entre tout ce que tu me racontes et ton fameux pull? J'y arrive, Martial. La théorie de la main invisible. La main invisible? Qu'est-ce que c'est? C'est la théorie la plus connue de Smith, qui a été introduite en 1776 dans son ouvrage La richesse des nations. Il parle d'une main qu'on ne voit pas ou d'une main invisible? Cette théorie nous explique qu'en cherchant notre propre intérêt ou bien-être, on concourt au bien-être de la société tout entière. Si j'ai bien compris, lorsque le boulanger fabrique son pain pour me le vendre, c'est pas pour mon bien-être, mais pour son intérêt personnel. Exactement, Martial. Tu as tout à fait compris. En effet, lorsque le boulanger fabrique son pain, il veut gagner du profit. Et quant à toi, tu souhaites y trouver ta satisfaction. Et donc, chacun de vous ne cherche que son intérêt personnel. Revenons à ton pull, Martial. Combien de personnes ont été nécessaires à sa fabrication? Je dirais 5, 6, voire 7 personnes. Non. Une centaine de personnes pour voir plus large. Non, tu ne vois pas large, tu vois très très étroit même. Et Adam Smith va te l'expliquer. Ton pull, par exemple, tout moche qu'il te paraît, est le produit du travail réuni d'une innombrable multitude d'ouvriers. Le berger, celui qui a trié la laine, celui qui l'a peignée ou cardée, le teinturier, le fileur, le tisserand, le foulonnier, celui qui a adouci, chardonne et uni le drap. Tous ont mis une portion de leur industrie à l'achèvement de cette œuvre grossière. Ah bon? Combien d'ailleurs n'y a-t-il pas eu de marchands et de voituriers employés à transporter la matière à ces divers ouvriers qui souvent demeurent dans des endroits distants les uns des autres, que de commerce et de navigation mis en mouvement? Là, tu m'apprends des choses.
quelle variété de travail aussi pour produire les outils du moindre de ces ouvriers, sans parler des machines les plus compliquées, comme le vaisseau du commerçant, le moulin du foulonnier, ou même le métier du tisserand, considérant seulement quelle multitude de travaux exige une des machines les plus simples, les ciseaux, avec lesquels le berger a coupé la laine. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faut autant de travail pour fabriquer ce pull. Il faut que le mineur, le bûcheron qui a coupé le bois de la charpente, le charbonnier qui a cuit le charbon consommé à la fente, le briquetier, le maçon, les ouvriers qui ont construit le fourneau, la construction du moulin de la forge, le forgeron, le coutelier, et tous contribué par la réunion de leur industrie à la production de cet outil. Si nous examinions en détail toutes ces choses, si nous considérions la variété et la quantité de travaux que suppose chacune d'elles, nous sentirions que, sans l'aide et le concours de milliers de personnes, le plus petit particulier comme toi, Martial, dans un pays civilisé, ne pourrait être vêtu et meublé, même selon ce que nous regardons assez mal à propos de la manière la plus simple et la plus commune. Aujourd'hui, on voit pourquoi, pour coopérer efficacement, il vaut mieux qu'on soit égoïste. Oui, j'ai bien dit égoïste. Les plus grandes améliorations dans la puissance du travail et la plus grande partie de l'habileté, de l'adresse et de l'intelligence sont dues à ce qu'il semble à la division du travail. Et en effet, sans la division du travail, rien de ce qui nous entoure ne pourrait exister. Alors oui, diviser le travail était une très bonne idée pour l'humanité tout entière. Mais d'où leur est venue cette idée? L'ont-ils fait par sagesse, par amour de l'humanité ou par souci du bien-être? Bien sûr que non, Martial. Écoute ce que nous raconte Adam Smith. Alors, cette division du travail de laquelle découlent tant d'avantages ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui est prévue et qui a eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat. Elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes, qui ne se proposent pas des buts d'utilité aussi étendus. C'est le penchant qui les pousse à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. En somme, pourquoi les hommes divisent-ils le travail? Eh bien, pour la même raison qu'ils font tout ce qu'ils font par égoïsme. C'est dans l'intérêt personnel de chacun de se spécialiser. Et plus ça va, plus on est nombreux et plus on se spécialise. Et donc, pour que cela puisse marcher, il faut que deux conditions soient remplies. La première, c'est que les gens sachent naviguer, commercer. La seconde réside dans l'inégale répartition des compétences. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Pour conclure sur la main d'Adam Smith, il faut se souvenir que ce n'est jamais qu'une image. En réalité, il n'y a aucune main qui a organisé tout ce système de coopération et qui a produit cette veste en laine ou ce pull que tu m'as offert, Soumaya. Ce système existe bien et un nombre incalculable de personnes y ont contribué, poussées seulement par leur intérêt personnel. Et ça, c'est extraordinaire, l'absence de main qui dirige tout ce système. Nous devons faire collectivement un ensemble de choses incroyables et parfois un peu terrifiantes, et personne n'est aux commandes de tout ça.